En Mbuji-Mayi, sur 93,8. En Mbuji-Mayi, la question de l'habitat pose un réel problème. En effet, taudis et immeubles de luxe, voulais-je dire, cohabitent et cela crée un contraste bizarre. Pour ce fait, les autorités locales, provinciales et même certaines ONG, préoccupées de la situation, ont décidé de se pencher sur la question. Bonjour Julien. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors, avec vous, nous allons parler de ce problème de l'habitat là-bas à Mbuji-Mayi. Pourquoi certaines organisations non gouvernementales s'intéressent-elles donc à l'amélioration de l'habitat? Oui, écoutez Nicole, c'est Nathalie. La réflexion est simple. L'habitat moderne est l'un des paramètres de développement d'un pays ou d'une région. Cela ne vient pas de moi, mais plutôt d'un membre d'une association sans but lucratif, très connu ici, qui disait cela. Je ne voudrais pas entrer dans les détails ici, mais ce que l'on peut dire, c'est que selon lui, il y a moyen d'améliorer l'habitat en construisant de belles maisons à un coût moins cher, avec du matériau qu'on trouve localement, et pas seulement au Kasaï oriental, mais partout au pays, donc dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est très intéressant ce que vous dites, Julien, mais comment peut-on construire une belle maison à un prix moins cher avec des matériaux qu'on trouve localement? C'est possible, il suffit d'utiliser la terre, c'est l'argile ou latérite, c'est un peu technique et certainement notre invité aura la possibilité de vous expliquer encore là-dessus, qu'on trouve un peu partout au pays, comme nous explique l'un des membres du service national rural. On l'écoute. Nous allons commencer d'abord à obtenir les carrières, c'est-à-dire là nous allons sélectionner les carrières là où nous pouvons trouver facilement l'argile, les pierres, les sables, les moellons. Et en plus, comme nous possédons les machines que vous avez vues dans les films, nous allons maintenant essayer et apprendre à la population de s'approprier du travail de fabrication de briques à partir du mélange de l'argile avec un peu de ciment. Donc, pour un sac de ciment, nous pouvons au moins avoir 130 briques. Un sac de ciment, 130 briques. On sait qu'un sac de ciment produit 33 briques, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, vous avez raison. Avec 130 briques, c'est pas mal. Alors, vous avez déjà vu des constructions faites avec ces genres de briques à Mbuji-Mayi ou au Café Oriental en général? Oui, tout à fait, Nathalie. J'ai vu plusieurs écoles de la ville de Mbuji-Mayi construites ces dernières années avec ces briques en argile appelées briques stabilisées, où le ciment n'intervient qu'à un faible pourcentage, autour de 5-6%. Les tout nouveaux bâtiments administratifs, c'est un exemple d'illustration d'ailleurs, en construction et dont l'inauguration pourra intervenir dans les tout prochains mois, est en étage, il est en briques d'argile, donc de briques stabilisées comme on appelle ici. À propos des écoles, la plupart ont été construites par une fondation, et la fondation MIBA, qui est en fait la première association sans but lucratif qui s'investit dans le secteur de l'amélioration de l'habitat dans la province du Kasaï oriental, et plus précisément en Mbuji-Mayi, qui est donc le chef-lieu. Mais alors, quels sont les avantages qu'offre cette nouvelle technologie? Nathalie, c'est la question que nous avons posée à un membre de la fondation MIBA. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Les briques, nous pouvons les vendre à toute personne qui a besoin de se construire, qui a les moyens de se construire, et nous lui donnons même la main d'œuvre pour le faire, étant donné que c'est nous-mêmes qui disposons de la technologie, mais nous ne voulons pas que les gens, sans bien la maîtriser, puissent faire n'importe quoi. Dans le coût de production de blocs-là, nous intégrons également le coût de montage. Donc, tout celui qui achète le bloc, il achète le bloc monté dans le mur. Avantage, c'est que, c'est la facilité de production, ensuite la rapidité de réalisation de l'ouvrage, ensuite nous sommes, regardez maintenant la chaleur qu'il fait. Mais cette construction-là, quand elle est faite, elle vous permet thermique. La maison, elle est toujours fraîche, sans même que vous ayez placé un climatiseur. Ah,
C'est bien ça, pour nous qui vivons dans la chaleur extrême ici à Kinshasa. Alors, quel peut être le coût d'une maison moyenne? Je ne saurais apprécier en tout cas les prix d'une maison moyenne, mais j'ai posé la même question à l'ingénieur Jean Lukoji du service national rural. Je vous propose plutôt de l'écouter. Une maison moyenne de 2 chambres à coucher, un salon plus la cuisine peut coûter 4 500 $. Alors comme nous allons utiliser la population, parce que la population avec le service, il va nous apporter l'eau. Il va transporter par exemple l'argile. À ce moment-là, cette maison-là, au lieu la maison coûte 4 500, au lieu de lui payer comme travailleur, il va fabriquer lui-même, on va lui montrer la technique très facile pour fabriquer lui-même les briques. À ce moment-là, au lieu qu'il paye 4 500 $, il payera que 1 500 $. Eh oui, je dis 4 500, c'est un peu mal, hein? Oui. Vous pensez que c'est moins cher parce que c'est Mbujimaï ou parce que Non, mais il y a beaucoup d'argent? 4 500 $? Un Mbujimaï, une maison à 4 500 $ ici à Kim, mais tout le monde en aurait une. Ok, donc y a-t-il des initiatives qui permettent à concrétiser la population dans l'amélioration de l'habitat? Oui, Nathalie. Le week-end dernier, les autorités provinciales et les ONG et autres associations du secteur de l'habitat ont organisé une manifestation dans la salle de réunion de la paroisse Sainte-Marie de la Miba. Cette manifestation a consisté à la projection des films documentaires consacrés à l'amélioration de l'habitat. En fait, et on voudrait aussi démontrer que le ciment est très coûteux. Il faut trouver d'autres matériaux de construction localement et ces matériaux, ça existe. Il faut donc une nouvelle politique de l'amélioration de l'habitat et en ce moment-là, on peut expliquer, on essaie de sensibiliser la population pour qu'elle s'adapte à cette nouvelle technologie, du moins chez nous, et qui nous permettent justement d'avoir des habitations décentes qui fait bon vivre. Ok. Est-ce que cette technique est calquée sur un modèle qu'on trouve ailleurs, peut-être sur le continent africain, Julien? Oui, écoutez, la plupart des personnes que j'ai interrogées parlent de l'Afrique australe, particulièrement l'Afrique du Sud, qui construit chaque année, d'après elle, des centaines de milliers de logements sociaux, mais aussi on trouve ce genre de constructions en Afrique de l'Ouest, et ce sont des constructions qui sont très très bien et qui ont même une durée de vie au-delà des 40 ans, et lorsque comment il faut dire, lorsque on entretient normalement cette bâtisse, et sans doute on peut aller à 2 fois et donc 80 ans et ça arrive sans problème. Julien Harmonie, merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'espère que vous en profiterez pour acheter une maison là-bas. Hein? On verra. Au revoir Julien et à la prochaine. Merci. Okapi, active pour la paix. Voilà, nous allons poursuivre avec l'invité qui se trouve en nos studios à Mbujimaï. Bonjour. Allô? Allô? Oui. Bonjour monsieur, excusez-moi, si je dis peu rapidement me trouver son nom, est-ce que vous pouvez me présenter à nos auditeurs? Oui, bonjour, c'est ingénieur Zembele. Voilà, monsieur l'ingénieur Ndembele, merci Jody. Vous allez bien. Nous venons de suivre là notre confrère Julien Niameni qui vient de nous brosser là un peu le tableau. D'abord de ce qu'est l'habitat aujourd'hui à Mbujimaï. Il y a des problèmes et difficultés que l'on rencontre, mais aussi il nous a parlé de cette technique qui a été aujourd'hui, qui est mise en place là-bas, de la fabrication des briques à base d'argile et de ciment. Mais dites-nous un peu, quel est l'état des lieux de l'habitat à Mbujimaï? L'état des lieux de l'habitat de Mbujimaï, dans l'ensemble, c'est quand même pénible, parce que les gens construisent n'importe quoi. Bon, on ne retrouve pas un habitat qui est construit suivant les normes, mais il y a beaucoup à faire. Bien sûr, il y a par-ci, par-là, des constructions isolées qui répondent aux normes, mais en général, la population moyenne
n'a pas ce qu'il faut comme maison. Monsieur ingénieur Alidon Tembele Chimadi, vous êtes directeur de projet à la Fondation, mais vu par rapport au coût de construction qui, je pense, n'est pas si énorme, est-ce que la population même est sensibilisée sur ça? C'est ça le grand problème qu'il y a. Nous devons jouer et miser beaucoup sur la vulgarisation, et parler à la population pour qu'elle comprenne qu'il y a toujours, même si on vit dans les conditions difficiles, mais il y a moyen d'améliorer son environnement et d'améliorer son habitation. Parce que on passe toute une vie dans la maison. Mais si on vit mal, mais alors à ce moment-là, vous comprenez que l'organisme, vous ne savez pas l'entretenir assez longtemps pour que vous puissiez vivre. Monsieur l'ingénieur, je me souviens que nous avons parlé à plusieurs reprises de difficultés que l'on rencontre là-bas en Mbuji-Mayi. Il y a des érosions, il y a des affaissements de sol, il y a même des endroits où il est interdit de construire. Donc, ce qui fait qu'il y a une certaine partie, un certain coin où il est possible de construire. Est-ce que par rapport à ce problème d'affaissement, est-ce que ce n'est pas aussi lié à ce problème de construction, aussi d'utilisation de matériaux? Non, négatif, ce n'est pas ça. Donc, le problème des érosions, ça, c'est un problème qui est lié à l'environnement, donc qui est lié au problème du plan directeur général, un problème d'assainissement. Donc, il y a un problème de drainage qui se pose. C'est-à-dire que nous nous trouvons dans une partie de terre assez spéciale où nous avons tout simplement un terrain qui est sablonneux. Beaucoup plus à prédominance sable. Donc, ce qui veut dire, comme le terrain a la prédominance du sable, ça veut dire que quand il pleut, le sable essaie d'emmagasiner l'eau. Et en essayant d'emmagasiner l'eau, et la partie superficielle de la terre, donc qui est la terre végétale, encaisse facilement l'eau, mais comme il n'y a pas de drainage, l'eau trouve facilement le moyen de se frayer un chemin. Et c'est pour ça que ça crée des ouvertures et des fissurations du terrain, parce que le terrain absorbe facilement la terre. Alors, parle-nous un peu de ces briques qui sont fabriquées à base d'argile et de ciment. Est-ce qu'à la longue, ils ne représentent pas un danger? Est-ce qu'ils tiennent vraiment longtemps ou est-ce qu'ils ont une certaine durée de vie? Ces blocs tiennent tellement longtemps, c'est la même construction, aussi bien même si elle est faite en maçonnerie classique, c'est-à-dire le mélange de ciment, sable, gravier pour produire ce qu'on appelle le bloc ciment. Mais la brique stabilisée, c'est la terre, mais ce n'est pas de l'argile, je m'excuse, mais c'est la terre latéritique. La terre latéritique, ce n'est pas de l'argile, c'est une terre qui, du point de vue de la composition, contient moins de sable, contient moins d'argile et contient moins d'éléments organiques. Donc c'est une terre qu'on trouve partout lorsque vous enlevez la couche superficielle qui en principe a une épaisseur de 2 mètres, 2 mètres et demi. À certains endroits, on peut même arriver à 3 mètres. Lorsque vous dépassez cette terre végétale, la terre noire, vous atteignez maintenant ce que nous appelons la terre latéritique. Donc la terre qui n'est pas en mélange, qui n'est pas en contact avec les composants organiques. C'est ça qui montre la terre latéritique. Cette terre-là, elle-même, elle est déjà stable. Donc il suffit seulement d'ajouter un liant. Un liant, le plus courant qu'on utilise ici, c'est le ciment, parce que les gens connaissent le ciment, mais on se trouve dans une région, dans une province, où il n'y a pas de cimenterie. Donc le ciment doit venir soit de Lubumbashi, soit de la Zambie, soit de Kinshasa. Or, ici sur place, on peut avoir un matériau de construction qui peut être produit localement, c'est la chaux. Parce qu'on retrouve dans tous les villages, on trouve partout ce qu'on appelle du calcaire. Donc c'est une roche assez dure qui est composée d'une pierre. Cette roche, si on trouvait du bois, on la chauffe complètement, elle se transforme, la pierre prend une coloration blanchâtre, et à ce moment-là, on peut broyer
soit dans un mortier, quoi, et on tamise, on a la chaux. Et en faisant des sacs de chaux, une trentaine de sacs de chaux, 50 sacs de chaux, 100 sacs de chaux, hein, on peut facilement se construire une maison parce que c'est le lien là qui permet de stabiliser la terre, donc, qui permet un peu de donner la consistance, la solidité à la terre. Ingénieur Ndembele, donc vous dites que la chaux peut facilement remplacer le ciment. Sans problème. Est-ce que cela ne représente pas de danger? Aucun danger. Et il se retrouve à quel prix là-bas? La chaux, vous savez, bien qu'on a l'élément de base pour la produire, le calcaire qu'il faut brûler. Ce qui est difficile de trouver le bois pour brûler cette pierre pour extraire la chaux. Mais vous savez que la chaux, bien qu'on peut la produire localement, mais elle coûte pratiquement plus cher que le ciment, hein, parce qu'un sac de chaux de 25 kilos, il est vendu à $25, tandis que le sac de ciment de 50 kilos est aussi vendu à $25. Donc vous comprenez le paradoxe. Voilà. Alors, finalement, pour résoudre ce fameux problème de l'habitat, quelles sont les mesures qui ont été prises? Quelles sont les stratégies mises en place pour aider la population à quitter? Parce que tout à l'heure, notre confrère Julien Yamouni a parlé d'immeubles de luxe qui sont en train de pousser comme des champignons dans la ville de Mbuji-Mayi, et en même temps, juste à côté, on retrouve des espèces de taudis qui sont là et qui sont un peu comme une insulte, hein, pour ces beaux bâtiments, ces beaux immeubles qui sont en train d'être construits. Finalement, c'est quoi la stratégie mise en place pour aider la population à améliorer leur habitat? Oui, la première action, c'est une campagne de sensibilisation, comme nous le faisons. D'ailleurs, c'est la première fois, je vous remercie beaucoup. À force de parler, les gens peuvent comprendre, hein, parce que vous savez, quelqu'un qui vit dans la merde, il ne se voit pas qu'il est dans la merde. Hein. Il faut qu'on le lui dise, qu'on lui montre qu'il il ne vit pas bien et il doit améliorer. Améliorer, ça veut dire il faut que la personne ait vu ce qui se passe ailleurs ou ait vu ce que le voisin peut construire. C'est ce que nous faisons avec des constructions que nous érigeons par-ci, par-là. Pour le moment, nous avons au centre de la ville un bâtiment administratif qu'on est en train de construire pour le compte du gouvernorat de la province. Et en réalité, c'est un showroom, donc une espèce de démonstration que nous montrons à la population. Écoutez, avec le matériau que vous disposez, donc la terre que vous ne savez pas acheter, vous savez bien vous construire. Donc les gens voient ce qui se fait. Et à ce moment-là, ils peuvent venir vers nous pour que nous puissions les aider. Voilà. Et ils viennent nombreux? Ah, ils viennent déjà de temps en temps. Bon, maintenant, nous allons les encourager à eux-mêmes trouver la chaux. Parce que nous ne pouvons pas leur demander d'acheter du ciment parce que le ciment coûte cher. Mais la chaux, on sait l'avoir parce que la pierre, le calcaire, on sait ramasser ça partout. Mais que les gens fassent aussi un effort pour ramasser du bois et chauffer cette pierre pour extraire la chaux. Est-ce que vous avez des projets d'extension de vos activités à travers tous les pays? Vous savez, le problème de l'habitat, ce n'est pas seulement en Mbuji-Mayi, hein, même ici à Kinshasa ou à Lubumbashi, dans la province orientale, au sud ou au nord Kivu, on a des personnes qui ont du mal à se caser, à trouver un endroit où poser sa tête parce qu'ils n'ont pas d'endroit. Parce que moi, je me dis, au prix tel que nous venons de l'entendre là, une maison à $4 500 construite avec des matériaux locaux, c'est-à-dire à moins cher, c'est une affaire, vous ne pensez pas? Oui, c'est exact. La Fondation MIBA ne s'est pas seulement limitée au Kasaï oriental. Pour le moment, nous sommes en train de construire des écoles en technique de terre stabilisée dans le Kasaï occidental, dont nous construisons en Konkwe et nous construisons également à Kampondé et nous construisons également à Dibaya. Bon, ce n'est pas fini. Nous avons également une campagne de construction avec la convention que nous allons signer bientôt avec BSECO pour la construction de maisons
dans le Kindu. Donc c'est déjà en dehors du Kasaï oriental. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Alidor Nzembele Chimadi. Je rappelle que vous êtes directeur de projet à la Fondation MIBA. Merci d'avoir été notre invité et à la prochaine. Merci Nathalie, c'est bien gentil. Israel